Salut à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il s'est pas passé grand chose ce week-end, un petit peu de chasse à la liquidité, mais on est en train de cristalliser, en train de consolider, on va en parler ensemble. Aujourd'hui est un jour férié, c'est la fête nationale aux États-Unis, donc les marchés de Wall Street seront fermés au niveau de l'indice, mais les contrats futurs sont bien évidemment ouverts. Généralement, les mouvements du week-end sont annulés le lundi, donc là, pour le coup, ce sera potentiellement mardi que ce sera annulé, donc il se posera peut-être pas grand-chose, malgré quelques informations qu'on avait déjà eues et partagées sur le Discord d'un des membres du Discord par rapport à l'ancien CEO de BitMEX qui nous avait parlé potentiellement d'une forte volatilité pendant ce week-end-ci et aujourd'hui. On va bien évidemment en reparler ensemble et on parlera d'une news qui arrive sur des médias mainstream, notamment comme BFM TV, DeFi dans la blockchain Bitcoin et Ethereum. Un rapport met en doute le caractère décentralisé de notre ami Bitcoin, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Rejoindre 10 500 membres aujourd'hui qui partagent, toujours avec bienveillance, leurs charts, leurs graphiques, leurs analyses fondamentales, leurs analyses techniques et bien plus encore. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous y trouverez également une documentation parmi tant d'autres qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec Bitcoin. Vous vous rappelez de cette épaule, tête, épaule descendante, inversée. Je ne les joue pas, j'aime bien quand elles seront parfaitement horizontales. Mes épaules, tête, épaule. Donc certains d'entre vous la joueront bien évidemment. Derrière, est-ce qu'on peut la nier? Est-ce qu'on peut la supprimer complètement, cette Head and Shoulder? Non, pas forcément, puisque ce qu'on veut voir en réalité derrière, des lignes de tendance, ce sont des structures en W, en double bottom. Juste ici. Si on ne fait pas ça, malheureusement, si on revient un petit peu dans des petites time frames, on voit en fait des M dans des M, donc on a retourné cette dynamique tendancielle. Tant qu'on ne vient pas à casser en dessous les 20 000 $, on peut toujours éventuellement s'extraire par le haut et revenir chercher ces lignes de tendance. C'est pas ce qu'on a fait, on vient le casser, chasse à la liquidité, on en avait parlé dans la vidéo de vendredi et dans le live, et puis derrière on longe cette petite ligne de tendance, ça rebondit dessus, ça part, ça rebondit, et on peut structurer une petite structure derrière cette ligne de tendance, ni plus ni moins. Et on peut continuer à faire ça, et puis hop, on peut repartir vers le haut de notre range. Mais il faut bien voir derrière toute ligne de tendance, toutes les trendlines, je veux observer des structures qui sont extrêmement psychologiques, certes, mais qui sont très importantes pour pouvoir éventuellement encadrer des trades de façon rationnelle. Stop en dessous de la précédente structure, etc. Et c'est comme ça que je faisais quand je tradais. Ça, c'était la première chose. On fait un tout petit tour par rapport à nos indicateurs techniques parce que notre ami William, il est complètement survendu, il est dans les chaussettes depuis maintenant plusieurs semaines. J'aimerais qu'on y revienne ensemble, c'est ici. On est retourné dans un enfoncement d'absurdité du survente, c'est assez rare en fait de l'observer. Et la dernière fois qu'on avait observé ce type, entre guillemets, de fractal, si vous voulez, c'était bien évidemment là. C'était lors du point bas du bear market de 2018, 2019. Donc ici, on était venu assez profondément. Derrière, hop, on va faire le check-out. Et puis derrière, on repart to the moon. Et c'est à peu près ce qu'on est en train de voir et vivre actuellement. Donc en réalité, malgré le prix qu'on doit gommer, entre guillemets, de notre esprit, on rachètera à 15 000 $, on rachètera à 17 800 $, on rachètera à 19 000 $. On ne regarde pas forcément des prix. Regardez plutôt des zones et des confluences au niveau de vos indicateurs techniques. Parce qu'actuellement, on est en train de nous dire, d'un point de vue technique et analyse chartiste, que nous sommes potentiellement très proches de bottom de marché. On peut encore faire du moins 50%. Dans les faits, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on est proche de bottom de marché. En tout cas, on est plus proche d'un bottom si Bitcoin tend, entre guillemets, à survivre et à s'émanciper de cette situation de bear market, comme il a déjà fait de nombreuses fois dans le passé. Le plus probable, c'est bien évidemment qu'on soit plus proche des bottoms de marché que du précédent sommet. Ça, c'était super important. Mais vous avez raison, on peut encore perdre 50% de notre valorisation. On est à peu près ici sur un point bas et on a traversé, on a reperdu 50%. Est-ce qu'on sera aussi fort, ou est-ce que la force vendeuse sera aussi forte que, entre guillemets, 3 ou 4 ans auparavant? La question reste ouverte. Dès lors, gardez du cash et potentiellement garder un petit peu d'argent pour en racheter sur les 14 000, 10 000, voire en dessous. Ni plus, ni moins. Mais ça, c'est très important ce qu'on est en train d'observer. Également, on est en train de voir sur notre MACD qu'on est en train de faire une espèce de contraction en weekly qui, la résolution sera puissante. Mon signal, que j'attends, qui sera un tout petit peu en avance, je pense, et généralement c'est comme ça que ça se passe au niveau de notre prix, c'est lorsqu'on aura une magnifique clôture en W weekly sur notre MACD. Quand j'aurai ce signal-là, je dis ok, on peut repartir et repartir fort. Puisque sur la dynamique long terme, les acheteurs reprendront la main. Intéressant.
Ça, c'était aussi très important. On fait un tout petit tour sur Coinalyse. J'avais envie de vous montrer parce que c'est quand même relativement rare de l'observer. Vous voyez en fait un prix qui cristallise, des open interest ou des comptes sur le CVD sur des contrats futurs qui sont en fait décroissants. Mais on observe une dynamique et un achat de spot sur le CVD. Donc petit portefeuille, plus gros portefeuille, etc. En tout cas, les volumes sont plutôt acheteurs ce week-end et en tout cas ce matin, ce qui est plutôt positif. Et généralement, quand on observe en fait des continuations de tendance sur notre CVD, c'est que des gens s'emparent de Bitcoin par centaines. Voilà, donc je trouvais ça intéressant potentiellement de vous en parler. On est toujours en dessous par rapport à nos open interest. On a un ratio long short qui est relativement décorrélé. Est-ce que ça veut dire systématiquement que c'est doit repasser? Non, ce n'est pas des symétries exactes. C'est pas parce que vous avez plus de long que de short que automatiquement ça doit baisser. Mais on peut aller chercher des poches de liquidité. C'est complètement entre guillemets logique. On est parti le faire ce week-end quand on voyait ensemble hein, sur les 20 800 $ et on est parti les chercher en l'espace de 2 heures avant la clôture trimestriel. On les partage très régulièrement sur le Discord au niveau des clusters de Kingfisher. Donc on en avait un très joli ici. On est parti le chercher. Derrière, il n'y en a plus. Est-ce qu'on va repartir un peu plus au sud ou pas? Et on le partage très régulièrement dans la journée. Il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt ce que j'avais envie de vous dire. On est sur des niveaux, entre guillemets, de clusters de liquidation qui sont extrêmement faibles. Si vous reprenez lorsque Bitcoin était sur les 60 000 $ ou 57 000 $, c'était x5, x7 en termes de montant d'open interest. Ça, c'est super important. Hein, okay, donc, il y a de moins en moins, entre guillemets, de liquidité, de moins en moins d'open interest qui sont gonflés. Donc, au niveau des contrats futurs, on est en train de quitter les échangeurs et on est en train, entre guillemets, de se calmer sur les margins, et sur les longues et sur les shorts. Donc, ça laisse la place à qui? Aux investisseurs qui souhaitent continuer à DCA ou continuer à accumuler du Bitcoin. Et c'est exactement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, puisqu'on continue à le faire, tout simplement. Depuis, en fait, cette capitulation, en réalité, au niveau du CVD, ça ne fait que monter. On le voit extrêmement bien ici. Et ça, c'est positif. D'accord? Ça, c'est positif. Ça, c'est pas positif, je vous l'accorde, mais ceci est positif. Aucun problème. Et c'est à peu près ce qu'on voyait ici, vous voyez. Ici, et on continue à partir et on break, et là, c'est différent, ce qu'on est en train d'observer. Voilà, donc ça, c'était super important, je voulais aussi vous le montrer. Je pense que ça nous aidera pour la suite, pour pouvoir prendre des décisions rationnelles pour les traders, potentiellement encadrer des longues ici sur des toutes petites structures derrière notre ligne de tendance en 4 heures. Pourquoi pas, c'est toujours pareil. On avait toujours un long qui était positionné. Je ne sais plus où est-ce que je vous l'avais mis, ce petit long. Ah oui, il était là. Qui n'a toujours pas été mis en doute, entre guillemets, malgré des trous dans le volume profile un peu plus bas. Bien évidemment, on peut aller plus bas. Hein, mais c'était, entre guillemets, un trade complètement réaliste. Et vous voyez qu'il tient encore ce trade en dessous de la précédente structure. Un petit peu trop en avance, malgré cette tête-épaule descendante, inversée. Mais ça peut être, c'est complètement prenable, sans aucun problème. Et il est toujours en vie, ce trade. Et on le sait que beaucoup l'ont pris. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur nos indicateurs techniques. On fait un tout petit tour au niveau de l'USDT, D, et de la capitalisation de l'USDT. Ok, on y va. On se passe en weekly, et ça, je trouve ça très intéressant. On était monté chercher en fait des pics de capitulation. Donc, lorsque l'USDT augmente, en fait, le marché des cryptoactifs, généralement, se déprécie. Ça, c'est le stablecoin. Ok, c'est l'USDT comme le BUSD, comme le USDC, comme le DAI, comme le USDD et l'UST anciennement, bien évidemment. Donc là, on est sur des phases de capitulation, achat programmé rationnel en mode dollar cost average. On a de l'arbitrage des couvertures, de la décision à prendre lorsque notre ami USDT reviendra sur ces niveaux de prix. Ça veut dire que, en fait, si vous voyez quelque chose comme ça veut dire que ça rentre de façon extrêmement majoritaire sur nos technos, ou sur nos cryptos, tout simplement. Ça sort moins, ça rentre vraiment sur les cryptos, puisqu'aujourd'hui, la plupart des portefeuilles ont de l'USDT en portefeuille. Au même titre qu'au lieu d'acheter des actions, vous le mettez dans le dollar ou dans l'euro. Tout simplement, vous le mettez dans des fonds euros ou dans des fonds dollars. Et ensuite, quand on arrivera sur cette ligne de tendance, à ce moment-là, ce sera plutôt des ventes et Bitcoin sera aux alentours des 60 000 $, 70 000 $ ou plus, s'il y a des nouveaux capitaux qui rentrent sur ce marché. Ça, c'était la première chose. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'observer la capitalisation au niveau de notre USDT. On vend. Ah ouais, on sort des capitaux de ce marché. Mais c'est pas fulgurant. On est passé de 80 milliards, 85 milliards billions de dollars à 65 billions de dollars. 65 milliards. Bon, est-ce que ça veut dire que ça y est, il n'y a plus personne dans ce train, il n'y a plus personne dans ce Bitcoin? Non, parce qu'on voit des chiffres en réalité. Bitcoin perd 500 milliards. Ouais, non, ça va dans les stablecoins. En réalité, si on prend, entre guillemets, le stablecoin phare au niveau de
On peut les prendre les autres, bien évidemment. Vous avez à peu près, je pense, les mêmes ratios au niveau des autres. Mais on n'a pas perdu 500 milliards. On a peut-être perdu 90 milliards qui sont sortis des échangeurs et qui sont littéralement sortis, repartis en fiat, entre guillemets, en vrai euro, en vrai dollar, en vraie monnaie fiduciaire. Donc la dernière fois qu'on était arrivé sur ces niveaux-là, on était en septembre-octobre 2021. Bon, on va regarder où est-ce que c'était exactement au niveau de septembre-octobre 2021. Bah, c'est pas compliqué, on était ici, sur ces niveaux-là. Donc le prix du Bitcoin entre ici et ici, ça fait une sacrée chute. Où est parti cet argent? Dans le stablecoin. Dans la cap, on était ici, octobre, novembre, décembre, ici, 2021. Il est parti dans les stablecoins. Donc cet argent est encore sur le marché. C'est ça que je voulais vous dire. Je le dis régulièrement, mais je pense que c'est important. Parce qu'on a beaucoup d'informations dans le sens contraire. Entre guillemets, ouh, ça part des échangeurs, ça part de partout. Les gens repartent dans l'euro, acheter du gold. Non, les gens, ils sont en stablecoin. De façon extrêmement majoritaire. Ok? Donc cet argent sera potentiellement réalloué dans un futur proche, plus ou moins proche, notamment sur nos cryptoactifs préférés. Potentiellement. Et il y aura des arbitrages à faire et on verra des structures se positionner. Certaines performeront plus que d'autres, etc. Mais on reste baissier jusqu'à preuve du contraire. Ok, pour ça, je voulais juste remettre un point d'honneur là-dessus. Et on commence et on repart sur la petite news qui est extrêmement puissante. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de Trading Light. Trading Light, on commence à observer, notamment sur Binance, on remet une couche au niveau des ordres. Donc entre les 18 000 $ et les 15 000 $, on en remet une couche au niveau des ordres limites. Ça, c'est de l'achat qui sont positionnés sur Binance. Donc c'est rare en fait de voir des espèces de grosses poches comme ça au niveau de Binance. Vous pouvez revenir dans le passé, c'est quand même assez mitigé, c'est pas si impactant que ça. Là c'est impactant. Là on voit bien du jaune, il y a vraiment des ordres qui ont été positionnés. Donc des gens attendent de venir filer ces ordres d'achat entre les 18 000 et les 15 000 $. Peut-être vous, sans aucun problème, en mode dollar cost average. C'est Michael Saylor qui continue entre guillemets à acheter du Bitcoin. Bon, il en achète plus par dizaines de milliers, mais pour le coup c'est toujours des petits signaux qu'on envoie sur le marché. Le Salvador continue à en acheter également, on en avait parlé dans le live, et bien d'autres également l'achètent. Il y a d'ailleurs un investisseur, un early investisseur de Bitcoin, qui reprédit que Bitcoin, à fin 2022, sera de 150 000 $. Bon, ok, pourquoi pas, hein, il y a aucun souci avec ça, mais il y a des news fondamentales qui devront accompagner ce mouvement, mais c'est pas ce qu'on est en train d'observer actuellement. Sur les news qu'on a, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles actuellement sur les marchés crypto. On le voit aussi très bien sur Bitfinex. Il n'y a aucun problème, il y a des gros clusters ici au niveau de la vente pour essayer de délimiter ce fameux premier arrêt et potentiellement structurer quoi? Un magnifique W weekly. Et c'est ça qu'on attendra en réalité sur ce Bitcoin. On va le prendre ensemble, juste ici. Non, mais je vais aller à côté d'ailleurs. Je pense qu'on verra mieux. Voilà, hop. Je reste en weekly. Et ce qu'on aimerait observer, c'est très simple. C'est un magnifique W weekly. Alors certains voudront 5 bougies, etc. Aucun problème. Mais on peut l'avoir en fait et on pourrait avoir des W dans des W qui valident tous les W. Ici par exemple, vous avez en fait, hop, comme ça, on vient chercher le premier arrêt et ok, là vous avez le signal pour dire que tout ça, c'était de la réaccumulation. Ça peut prendre des semaines, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. On pourrait y rester longtemps dans ce range-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de force ici vendeuse et ici acheteuse. Une bougie, deux bougies, alors une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies qui sont systématiquement avalées. Des gens ne veulent pas voir le Bitcoin passer en dessous de ses précédents lots. Et ça, on le voit très régulièrement. C'était pareil ici. On essaye de s'extraire. Premier arrêt par rapport au précédent mouvement, on ne se monte pas chez les rois. Premier arrêt, et derrière, on crache. Et c'est exactement, potentiellement, ce qu'on voudra voir. Si on est vraiment baissier, à ce moment-là, on essaie de structurer des choses. Premier arrêt, et on crache. 14 000, 15 000 $. Mais c'est très rare que ça fasse ça directement. Donc je comprends que ce soit difficile psychologiquement si vous êtes actuellement en levier d'achat ou en levier de vente, mais une chose est sûre, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, et c'est ce que en réalité la majorité font, hein, mais c'est psychologiquement normal, c'est qu'on a tendance à acheter ici et à vendre ici, à acheter ici et à vendre ici. Bravo, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. On vend ici dans potentiellement des hauts de range et on achète ici potentiellement dans des bas de range. On vend ici dans des hauts de range et on achète ici dans des bas de range. Le contraire, c'est vous tuer votre capital d'investissement. Ça va monter, j'achète. Ça va descendre, je vends. Ça va monter, j'achète. Etc. etc. Et puis à chaque fois, c'est pas des petits montants. Hein. Enfin, c'est pas des petits pourcentages. Hein. À chaque fois, c'est du 10, 15%. Hein. Donc si vous faites déjà des leviers x3, x4, x5, ça part vite. Hein. Ok, donc faites très attention à ça.
Ne vous laissez pas piéger, alors que la majorité des non-initiés, en fait, fait ça, et c'est simplement vos émotions qui parlent. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. On parle juste de la petite news au niveau de notre ami Arthur Haynes. Mi-juin, le fondateur le fondateur ancien CEO de BitMEX recule plus fort que Bitcoin et Ethereum aux alentours des 5-6 juillet, non 4-5-6 juillet, la période la plus dangereuse de machin. Donc il pense que ça va faire des attaques baissières extrêmement fortes et il qualifie Uniswap, SushiSwap, Curve, PancakeSwap de protocoles les plus prometteurs. Donc généralement quand on a ce type de news là, c'est exactement l'exact contraire qu'il faut faire. Voilà, comme ça je vous dis un petit peu la tendance de fond par rapport à l'expérience. Donc n'achetez pas de l'Uniswap, n'achetez pas du SushiSwap, n'achetez pas du Curve, n'achetez pas du PancakeSwap. Mais derrière, s'ils parlent de Ethereum et Bitcoin qui vont potentiellement aller voir les enfers, et ben c'est peut-être le bon moment d'en acheter. Je lance juste ça comme ça. Faites vos recherches bien évidemment, mais ils n'ont pas raison ces gens-là en réalité. Ils disent l'exact contraire de ce qu'ils font. Ce sont des personnes extrêmement influentes. Ok, voilà pour ça. On continue très rapidement par rapport à cette news. Des failles sur la blockchain Bitcoin et Ethereum. Alors, je vais casser une idée reçue, puisqu'en réalité, ce qui est en train de se passer, là, si vous remontez en 2018-2019, pour ceux qui étaient là à cette époque-là, alors c'était vraiment dans le bear market, un peu la fin du bear market, on avait pris le crack Covid, etc. Donc à chaque fois qu'il y a des périodes d'incertitude, de capitulation, de peur extrême, on sort ces trucs-là du chapeau. Mais c'est bizarre que quand on est à 69 000 $, on n'a pas ces news-là. On n'a pas. Donc les bonnes news accompagnent le mouvement, mais les mauvaises news accompagnent les bear markets. C'est normal. C'est la suite logique des choses. On doit en fait, on se nourrit de ces médias-là, mainstream ou spécialisés, qui accompagnent, entre guillemets, la tendance de fond. Ça arrive tout le temps en réalité. C'est algorithmiquement câblé comme ça. Ok ? Donc, on parlait il y a 3-4 ans en arrière, pour ceux qui étaient, je suis sûr que vous vous rappelez, on parlait beaucoup en fait de l'ordinateur quantique de Google, etc. Pour dire qu'en réalité, en un volet, en un coup de main, les prochains ordinateurs quantiques, en fait, arriveront à décrypter une adresse anonyme en l'espace de quelques secondes. Or, aujourd'hui, avec les outils qu'on a informatiques, il nous faudrait à peu près 100 000 ou 150 000 ans pour pouvoir craquer une adresse Bitcoin. Voilà, donc les matériaux qu'on a actuellement à disposition, il nous faut entre 100 000 et 150 000 ans pour craquer une adresse Bitcoin. Et avec un ordinateur quantique, toujours pareil dans la littérature, il faudrait quelques minutes. Ok, parce qu'en fait, en réalité, les ordinateurs quantiques peuvent en simultané et dupliquer à des millions de fois, de faire des calculs différents sur une même ligne, entre guillemets. Bon, renseignez-vous pour ceux que ça intéresse. Mais c'était un peu l'idée. En réalité, on parlait beaucoup à l'époque, c'était vraiment le crack Covid. Alors plus en 2018-2019, qu'en réalité, ça servait à rien d'acheter du Bitcoin, puisque les ordinateurs quantiques vont tuer Bitcoin. Donc en réalité, c'était... on tue l'œuf avant même de le poussin dans l'œuf, quoi. C'est ça que ça veut dire. Bon, ok, graphiquement, ce qu'on a observé, c'est qu'on est passé grosso modo de 3 000 $ à 70 000 $. Et on n'a plus trop reparlé aujourd'hui des ordinateurs quantiques. Pire encore, Elon Musk dit on arrête d'investir là-dedans, ça tuera l'humanité, etc. Et vous avez tous les trucs qui en fait se passent autour de tout ça. Donc on peut prendre en réalité des concepts extrêmement larges pour essayer de trouver les opinions de tout à chacun et de dire que ces personnes-là qui sont extrêmement influentes, si vous prenez les pages, si vous prenez les Musk, si vous prenez les Bezos, etc., d'essayer de comprendre parce que c'est eux qui font le monde en réalité de demain, avec leurs milliards et leurs milliards, ils peuvent investir dans tout et partout, que ce soit dans la vie éternelle, que ce soit dans la téléportation. D'ailleurs, Jean-Jacques Granjon, ça fait 10 ans qu'il investit dans une société de téléportation. Parce que lui, il pense que demain, en fait, on ne se fera plus livrer nos colis par le facteur, mais on aura des boîtes aux lettres de téléportation. C'est pas blague à part, hein. Il investit des millions là-dedans, les mecs. Hein. Vraiment, hein. Qui révolutionnera, entre guillemets, le transport et la logistique. Et ces gens-là investissent des milliards là-dedans, dans tout ce que vous voulez, le rajeunissement, etc., etc. Donc en fait, ils sont partout et tout le temps, avec leurs fonds tout simplement. Et on avait parlé beaucoup de l'ordinateur quantique à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais on parle maintenant des failles. Ok, donc on parle de Tor, navigateur, entre guillemets, open source, pour pouvoir, c'est un réseau open source qui serait en fait géré à 55% pour les transactions Bitcoin. Ok, et sur les nœuds Bitcoin, aucun problème. Donc c'est le modèle peer-to-peer qui permet en fait de faire des transactions anonymisées.
C'est à peu près l'idée. Alors, il y a plein de feuilles qui commencent à arriver pour dire qu'en réalité, le Tor, TOR, est géré par la NSA. Donc la NSA peut avoir le contrôle à plus de 55% sur tous les nœuds Bitcoin, etc. En tout cas, la visualisation de toutes les transactions. Oui, mais on a de toute manière la visualisation des transactions, mais on pourrait potentiellement avoir ceux qui sont derrière. Oui, mais quand vous avez un échangeur, vous envoyez votre carte d'identité, vous envoyez votre passeport, vous envoyez vos... J'ai même entendu qu'on devait maintenant envoyer les fiches de paye. Rassurez-vous, on est dessus, mais c'est quand même, je trouve ça dingue par rapport à ça. Bref, et les lois MiCA, MiCA 1, MiCA 2, MiCA 30 passeront de toute manière par la pas déshumanisation, la déanonymisation au niveau de nos transactions blockchain. Mais l'idée, c'est, on n'a rien à se reprocher, en réalité. On rentre un petit peu dans l'idée Minority Report, etc. Mais Bitcoin, c'est du Minority Report, en réalité. Au lieu d'avoir un nom et un prénom, vous avez une adresse. Ça revient à peu près exactement au même. Ce qu'il faut, par contre, c'est que votre adresse publique, si l'adresse publique de vos wallets, c'est le RIB, en réalité, il ne faut pas filer, entre guillemets, vos vrais comptes bancaires. Et la seule solution pour ne pas filer vos vrais codes de compte bancaire, c'est de ne pas être dans une banque. C'est d'avoir éventuellement un ledger, éventuellement un cold wallet, et sortir, ou sur papier, vos 15 mots-clés ou vos 22 mots-clés, sur un bout de papier, et puis vous sortez en réalité la propriété même de votre portefeuille et de votre clé privée. Ok, ça c'est super important. En somme, je réponds à la question, est-ce que l'argent qui est sur votre compte bancaire vous appartient? La réponse est non. L'argent qui est sur votre compte bancaire appartient à la banque, ni plus ni moins. C'est la créance. Donc vous en avez éventuellement l'usage, l'usufruit et tout ce que vous voulez. Le jour où la banque fait faillite, si vous avez plus de 100 000 balles sur un compte bancaire, c'est pris. Et d'ailleurs, c'est pas 100 000 euros par compte bancaire, ce qu'on avait signé en 2012. C'est l'intégralité de vos comptes bancaires qui doivent représenter 100 000 euros. Donc si vous avez 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, en réalité, vous perdez 300 000. Eh oui, bien évidemment. Donc c'est à peu près ça. Et il y a aussi les FUD par rapport à des attaques civiles. Oui, bien évidemment, les attaques civiles. Ça, c'est génial. Donc, c'est pas nouveau du tout, en réalité, ce qu'on est en train de parler. Sauf qu'on parlait de ces attaques-là il y a encore 2-3 ans en arrière, alors que le hash rate était 10 fois inférieur, en réalité. Donc, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, car tout système informatique n'est pas infaillible. Mais partez du principe que ça fait 10 ans qu'on essaie de l'exploser, ce Bitcoin, et qu'on n'y arrive pas. Donc, le potentiellement probable, c'est très loin de certainement faisable. Ok ? En sachant que le proof of work est bien plus résilient et bien plus sécurisé que le proof of stake ou la preuve d'enjeu ou la preuve d'histoire par rapport à d'autres blockchains que vous connaissez bien évidemment. Donc l'idée c'est de rendre du réseau une attaque civile comme ça, je vous donne la définition, c'est l'idée même de l'attaque 51, c'est de pouvoir créer une multitude entre guillemets de petits réseaux ou de petits, comment on pourrait appeler ça, plusieurs comptes réseau, qui en réalité communiquent entre eux pour pouvoir modifier les informations. Donc le plus connu c'est l'attaque 51. Mais il y a d'autres manières de le faire. Voilà, il y a d'autres manières de le faire, dont des attaques directement auprès de Tor, TOR, qui aujourd'hui détient plus de 55%, théoriquement, des nœuds blockchain, et c'est l'outil open source qui pourrait potentiellement être attaqué par la NSA ou toute autre personne. Mais il y a un vrai problème par rapport à tout ça, c'est le coût. C'est le coût et c'est l'argent que vous devez investir pour pouvoir mener à bien ces attaques. Et aujourd'hui, c'est très loin d'être rentable en réalité. L'argent et les nœuds et les ordinateurs que vous devez mettre à disposition, c'est pour ça que tout le monde se bat pour avoir le maximum de fermes de minage, c'est pour détenir aussi une forme de contrôle. Donc heureusement que les Américains ont récupéré, entre guillemets, au niveau des Asiatiques, mais on voit qu'il y a énormément de hash rate encore en Chine. Donc est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est sous le tapis ? Est-ce que c'est pas sous le tapis ? Est-ce que finalement le parti chinois ne veut pas se retrouver à la marge ? Parce qu'en réalité, quand vous êtes une grande puissance mondiale, c'est dans le doute vous avez. Alors, de façon faciale, c'est illégal, c'est ban, c'est tout ce que vous voulez, mais derrière, vous pouvez mettre n'importe qui derrière des fermes de minage, personne ne viendra voir, vous avez des barrières pour dire, un petit peu comme la zone 51, demain peut-être la zone 51, ce sera la plus grande ferme de minage du monde, vous voyez ce que je veux dire ? À partir du principe qu'en Chine, c'est exactement la même chose, et il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller, et puis il y a potentiellement des fermes de minage, dans le doute. Voilà. Donc ils sont en train de créer ce monde-là, on est en train de créer un nouveau monde qui n'existait pas avant, par rapport à toutes ces technologies blockchain qui persisteront et qui perdureront. Est-ce que nos cryptoactifs perdureront ? C'est pas une certitude absolue. Je pense que beaucoup vont mourir. Mais d'avoir ce type de FUD, en réalité,
qui aujourd'hui est toujours moins probable que hier, en réalité, puisque le réseau s'agrandit. Il y a toujours plus en plus de nœuds, entre guillemets, Bitcoin. Je vous le dis, la définition la plus simple d'un nœud Bitcoin, c'est un ordinateur qui est directement connecté à la blockchain, ni plus ni moins, qui permet de faire des transactions. Vous pouvez avoir un petit nœud Bitcoin à la maison, il n'y a aucun problème avec ça. Vous achetez 3 cartes graphiques, 6 cartes graphiques, et vous mettez votre rack, et puis derrière, vous avez un nœud Bitcoin. Formidable. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a des pools de mining, parce que c'est très très difficile, entre guillemets, de pouvoir miner 12,5 Bitcoin juste pour vous, mais c'est déjà arrivé aux États-Unis. Il y a un gamin qui a récupéré 300 000 $, je crois, à l'époque, juste avec un ordinateur ou une petite carte graphique qui tournait. Coup de chance, bien évidemment, c'est plus du loto. Ou avoir une ferme de mining, pourquoi pas, why not? Mais l'idée, c'est toujours d'avoir cette forme de décentralisation, et ils ont raison, tout ce qui est Tor, tout ce qui est attaque civile, etc., qui vient de la littérature, est possible, mais malheureusement, enfin heureusement pour nous, extrêmement peu probable. Je crois que c'est un ratio de 0,000001 pour 1000. Donc j'attends le jour où on nous reparlera des ordinateurs quantiques. Je pense que ça devrait... Au prochain mouvement baissier, je pense qu'on reparle des ordinateurs quantiques. Soyons vigilants par rapport à ça. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo et on parlera de le petit top crypto que j'ai pas pu faire, je m'en excuse. BAT, Chiliz, XRP, Axie Infinity, LV, Hop, GAL, CSPR, on en parle demain. Merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de vous informer dans ces marchés entre guillemets qui sont en train de latéraliser pour pouvoir bien vous renseigner sur toutes ces choses-là et ne pas entre guillemets se faire happer parce que il est vrai que si vous aujourd'hui vous êtes dans la crypto actif et que vous aviez éventuellement parlé à des potes à vous, à votre famille, à vos pères, à vos sœurs, à vos frères, pour dire regarde Bitcoin c'est génial, etc. Ça, c'est ce qu'ils lisent en réalité. Et ils vont vous dire Jérémy, je vais peut-être pas y aller, ou Bernard, je vais peut-être pas y aller parce qu'il y a peut-être des failles dans la blockchain Bitcoin et Ethereum. C'est un rapport et tout qui dit que c'est pas décentralisé, donc c'est de la merde ton truc. Voilà. Donc juste prenez bien le temps de vous renseigner parce que c'est extrêmement difficile d'avoir entre guillemets des arguments pour pouvoir contrer juste un titre en réalité. Et ça, pour le coup, les médias savent extrêmement bien le faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.